Bonsoir à tous et merci de passer la 5e soirée de cette semaine avec nous sur le grand rendez-vous. Et là, j'espère que votre journée a été belle, que ça s'est bien passé. Pour ce soir, 3 rendez-vous sont prévus en plus du journal à 19h45, appuyé par l'ActuWeb. Et tout ça fera le grand rendez-vous de ce soir. Bienvenue à tous et suivons d'abord la météo. C'est le grand rendez-vous chez téléspectateurs avec un sujet qui s'inscrit dans les grands débats, les débats contemporains bien sûr, l'entrepreneuriat vert, produire de la richesse tout en respectant l'environnement. C'est une vision qui enregistre de plus en plus d'adhésion au Bénin et on en parle sur Nature et Bien-être. Tout le monde, je dis bien, tout le monde doit apprendre à vendre pour pouvoir réussir. Que vous soyez chercheur d'emploi, employé ou que vous soyez chef d'entreprise, vous devez apprendre donc à vendre. Ce que nous dira tout à l'heure l'expert de ce grand rendez-vous. Alors, comment va le cinéma béninois? Question à répondre sur Horizon Culture qui va également présenter, je dirais, les performances de cette discipline au Bénin, du 7e art au Bénin, parlant bien sûr du cinéma. Nous allons parler de comment est-ce qu'on peut donc intégrer la culture dans la réalisation des films au Bénin. Rendez-vous tout à l'heure sur Horizon Culture. Le journal, c'est à 19h45 et il vous sera présenté ce soir par Ulvaeus Balogun, déjà en place. Bonsoir Ulvaeus. Bonsoir Asium, comment allez-vous? Je vais très très bien de votre côté, j'espère aussi que vous allez bien. Dites-nous déjà ce qu'il y a au menu de ce 19h45. Alors au menu de l'actualité ce soir, nous parlerons de la loi portant sur le régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin qui entre bientôt dans sa phase d'application. Et d'ailleurs, les documents relatifs à sa mise en œuvre sont en pleine élaboration. On parlera également de sel de Djegbadi à Semekodi. Le sel produit au Bénin est encore insuffisant. Résultat, le sel local est presque inexistant. Et enfin, prendre en mariage le frère de son mari de faim, c'est une pilule difficile à faire passer chez les femmes, mais la pratique a toujours cours dans certaines coutumes au Bénin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. D'accord, merci à vous déjà, Ulvaeus Balogun, pour la présentation des titres de ce journal qu'on va retrouver dans environ 40 minutes, j'espère que c'est ça. C'est bien ça, dans environ 40 minutes. C'est bien ça, vraiment. Alors donc, rendez-vous tout à l'heure à 19h45 exactement pour le journal, le développement, bien évidemment. Alors, merci en tout cas de rester avec nous, chers téléspectateurs. 40 minutes donc que nous allons passer sur 3 différents plateaux dont le tout premier parle d'entrepreneuriat vert, nature et bien-être.
Oui, un grand débat, un sujet qui s'inscrit, je disais tout à l'heure, dans les grands débats, les débats contemporains. Il s'agit bien sûr de l'entrepreneuriat vert. Comment ça se passe au Bénin? Comment ça marche au Bénin? Que les jeunes arrivent donc à produire de la richesse tout en respectant l'environnement, nourrir, satisfaire les besoins aujourd'hui et penser également à la génération future. C'est cela même. On en parle sur Nature et Bien-être ce soir avec Amandine Agnabossou et son invité. Nous allons les recevoir juste derrière cet élément témoin que je vous demande dessus et qui nous parle bien sûr d'entrepreneuriat vert. Elle est la première source de richesse du Bénin et constitue le secteur le plus important de l'économie béninoise. L'agriculture contribue pour 32,7% en moyenne au PIB, soit 15% aux recettes d'exportation et 15% aux recettes de l'État. S'il est vrai qu'elle fournit environ 70% des emplois, entreprendre dans cette filière requiert tout de même un certain nombre de conditions. Pour se lancer dedans, il faut forcément se découvrir une passion pour le domaine. Ça veut dire quoi? Il faut l'aimer. Il faut aimer son travail de producteur, son travail de transformateur et son travail de vendeur. Alors comment ça se passe? Pour le faire, vous pouvez faire d'abord un tour dans une ferme pour voir les réalités d'une ferme. Est-ce qu'elles vous conviennent? Si à l'issue du temps que vous avez passé dans la ferme, vous trouvez que bon, vous pouvez tenir, c'est toujours important ou du moins indispensable de se faire former. Aller former sa tête, aller former ses mains, aller former son cœur. La tête, c'est quoi? C'est le savoir. Les mains, l'habileté, le savoir-faire. Le cœur, le savoir-être. Savoir, savoir-faire et savoir-être. À cela s'ajoutent des valeurs intrinsèques telles le courage, la persévérance, l'amour du travail. Tout cela réuni, un obstacle primordial reste encore à surmonter. L'autre obstacle qui va se présenter tout de suite, c'est le financement. Et du coup, on se laisse bloquer. Toi-même, qu'est-ce que tu peux pour toi-même? D'abord, tes parents immédiats, qu'est-ce qu'ils peuvent pour toi avant d'aller vers la banque? On pense souvent que c'est le financement qui crée le projet. C'est vrai, l'agriculture a besoin de beaucoup de moyens. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est le projet démarré qui draine vers lui les capitaux. Parce que ça convainc mieux. La nature n'est pas là pour faire des cadeaux, non. Et donc, il faut tenir debout si vous voulez réussir. L'entrepreneuriat est un ensemble de valeurs qui s'acquièrent, peu importe le milieu dans lequel on évolue. La créativité, le réseautage et la solidarité sont des clés pour faire face aux différents risques qui n'ont cesse de pointer à l'horizon. Ah oui, ça s'apparente à l'agriculture quand on parle d'entrepreneuriat vert, mais il me semble que c'est plus que ça. Je ne sais pas si Tanguy Nikobu va confirmer cela ou l'infirmer. On verra tout à l'heure avec vous. Bonsoir, Tanguy. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir sur ce plateau l'initiateur du projet Agro Bootcamp. C'est vous qui nous l'avez invité, qui vous l'avez amené sur ce plateau. Amandine Agnabossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Assioum Gava. Merci pour les efforts. Merci à vous également. Et là, on protège notre environnement, mais on produit quand même de la richesse en le faisant. Ah oui, on protège l'environnement, on produit de la richesse. On a parlé lundi de l'entrepreneuriat vert. Un exemple concret, c'est l'Agro-Bootcamp qui est organisé, c'est en cours actuellement dans la commune de Toribocito. On a invité l'initiateur, il va nous parler un peu de ce camp. Tanguy, dites-nous déjà ce que c'est que Agro-Bootcamp pour le développement. Okay, merci, Amandine. Agro-Bootcamp, c'est un camp de jeunes qui est dédié à l'agroécologie et en général à l'entrepreneuriat vert. Donc, c'est un camp où on reçoit 4 profils de jeunes, c'est-à-dire des entrepreneurs, des porteurs de projets, des étudiants et puis des chômeurs. L'idée ici, c'est de démystifier tout ce qui est comme domaine d'entrepreneuriat vert, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la production animale, végétale ou halieutique, au niveau de la production de champignons, mais aussi dans les questions de transformation, mais aussi des questions d'énergie renouvelable, tout cela. Donc, en général, c'est tout, la majorité des filières de l'entrepreneuriat vert qui sont quand même enseignées. Donc, c'est un camp très participatif, très collaboratif, où on essaie quand même de démystifier les choses, d'apprendre pour que l'entrepreneur qui vient ici, il sait que,
il voit un peu ses défauts, il pourrait quand même dire, il peut améliorer son business. Aussi, des porteurs de projets pourront quand même peaufiner les projets parce qu'ils reçoivent des coachs, ils reçoivent des formateurs. Et puis, ce qui est bien, c'est que le jeune entrepreneur est plus à l'aise parce qu'il voit un ami, un mentor à lui qui est aussi entrepreneur. Du coup, voilà, c'est un truc qui se passe dans une dynamique collaborative dans un camp. Voilà, on parle de bootcamp parce que on bouge un peu. Ouais, ça se passe bien. Et d'où est partie cette idée? Est-ce que c'est le désir de protéger l'environnement ou bien expliquez-nous un peu. Ok, bon, d'abord nous sommes tous à la base, moi, Tanguy et Kobo, qui avons quand même cofondé les Jardins de l'Espoir. Nous sommes d'abord des activistes avant de venir à la Terre. Bon, du coup, l'activisme nous a mené à la Terre, donc du coup, nous, on va à l'agriculture parce qu'on pense qu'il faut changer la manière de nous nourrir, il faut changer pour s'alimenter de façon saine. Donc du coup, on nous a dit, Tanguy, vous parlez beaucoup, allez dans la seule manière de prouver que c'est possible. Nous sommes allés à la terre nous-mêmes pour montrer que c'est à l'action, montrer que c'est possible. Donc nous avons créé le Jardin de l'Espoir et sur le chemin, nous avons croisé d'autres jeunes qui sont devenus les Jardins de l'Espoir. Nous avons 5 fermes de production, tout ça, et une femme aussi, les fermes aussi de formation. Donc on s'est dit, cette idée-là est venue parce que moi, quand j'étais en formation en 2014 au CEVAS, je vais participer à un camp comme ça. Et 4 ans après, on a constaté que plus de 50% des personnes qui avaient participé à ce camp-là, aujourd'hui sont devenus des entrepreneurs. Entrepreneurs verts parce que d'autres sont dans la production, d'autres sont dans la transformation, tout ça. Donc on s'est dit... Vous n'utilisez pas les produits chimiques? Non, pas de produits chimiques. L'agriculture n'a jamais été chimique. À la base, l'agriculture est toujours naturelle. Voilà, donc une agriculture très, très naturelle. On veut montrer, c'est pour ça que ce camp-là, on montre de façon très simple et de façon passer un camp qui est 100% pratique. On peut produire sans pesticides chimiques. On peut produire sans pesticides chimiques, sans engrais chimiques, naturellement, avec les éléments de la nature. Nous avons déjà. Nous avons déjà, et on n'a même pas besoin encore d'acheter. L'idée de rendre le paysan, de rendre le producteur autonome. Donc du coup, à l'heure de ce camp-là, on apprend tout de façon simplement comment produire son paysan naturel, comment produire ses produits pour lutter contre les ravageurs, les différentes techniques, tout ça. On essaie d'apprendre un peu de tout. Donc, d'après ce que vous dites, l'entrepreneuriat vert offre assez d'opportunités. Oui, bon, je dirais que l'entrepreneuriat vert offre assez d'opportunités. C'est comme toute forme d'entrepreneuriat, d'entreprise. Peut-être que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ici, lors de ce bootcamp, on apprend aussi aux gens comment développer son business, dans les questions de marketing, de communication, de finance, de comptabilité, tout ça, parce qu'un entrepreneur vert, c'est aussi un entrepreneur comme tout autre entrepreneur, mais seulement que lui, il a une conscience écologique, une conscience environnementale où il s'est dit que je fais mon business, c'est vrai, mais je dois quand même préserver la génération future. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Est-ce que quand on parle d'entrepreneuriat vert, c'est pas également un terme pour faire aussi du marketing, pour vendre? C'est une marque désormais, l'entrepreneuriat vert. Ouais, bon, il faut dire que nous vivons dans un monde où il y a, on peut dire qu'il y a quand même la mode. Ouais, chaque fois, il y a des thèmes qui viennent. Sinon, beaucoup de personnes faisaient des activités déjà sans parler d'entrepreneuriat vert. C'est vrai qu'aujourd'hui, le thème, chaque fois, on dit qu'il y a un thème qui est là, vert, pour regrouper tous ceux qui font l'entrepreneuriat d'une façon naturelle ou qui préservent l'environnement. Oui. Mais je dirais que, bon, c'est vrai que d'autres, bon, qu'on ne le veut pas, moi, personnellement, je préfère que, même si c'est pour des questions de buzz ou quelque chose d'actualité, si quelqu'un... Mais, regardez la finalité. La finalité, c'est que la personne qui est entrepreneur vert protège l'environnement, protège le climat. Donc, c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut demander quoi? On peut demander. Est-ce qu'on peut demander? Alors, qui devient entrepreneur vert? Qu'est-ce qu'on devient un entrepreneur vert au Bénin? Ok. Bon, peut-être, je vais peut-être faire une confidence à vous. Alors, j'étais nous étions pas seulement seuls, nous étions 5 en délégation. Nous étions au Maroc lors du forum des jeunes entrepreneurs verts qui a eu lieu, je pense, en juin. Parce que là-bas, il y a eu une étude qui a été réalisée dans la sphère francophone. Le Bénin était le premier pays avec 21% d'entrepreneurs verts, de jeunes initiatives entrepreneurs verts. Donc c'est vrai que nos États ne savent pas cela, mais au Bénin, il y a plusieurs initiatives de jeunes actuellement qui sont tournés vers l'entreprise. Donc, si vous répondre à cette question-là, le profil a montré que c'est des universitaires, ce sont des fonctionnaires, ce sont des étudiants, c'est souvent des personnes quand même qui ont d'abord une passion. L'entrepreneur vert, d'abord, c'est un passionné, il vient d'abord pour quelque chose parce qu'il y a une passion qui l'anime et de là après, le côté business, il vient.
Voilà, maintenant. Mais le paysan simple peut être également entrepreneur vert. Ouais, mais le paysan à la base. Lui, il est déjà dedans depuis. Ouais, le paysan à la base, le paysan d'abord, c'était un entrepreneur depuis sa naissance. On n'apprend rien aux paysans, même nos chercheurs, tout ça, ils reçoivent tout du paysan. Du paysan. Voilà, donc maintenant, le côté vert vient que si ce paysan est naturel, intervient, protège l'environnement, protège la santé des populations, tout ça, il ne met pas d'engrais chimiques. Voilà, du coup, on peut appeler ce paysan un entrepreneur vert. Voilà. Et parlant de AgroBootcamp, le thème de cette édition, c'est les clés pour réussir l'entrepreneuriat vert. Quelles sont les clés pour réussir l'entrepreneuriat? Ok, bon, on peut dire que nous, à notre niveau, on s'est dit que les clés pour réussir l'entrepreneuriat vert, d'abord, il faut que l'entrepreneur vert puisse d'abord maîtriser d'abord son domaine d'action. Tu ne peux pas dire que tu fais l'agroécologie et puis tu ne maîtrises pas les bases de l'agroécologie, ou bien tu fais peut-être les énergies renouvelables puis tu ne maîtrises pas. Il faut d'abord que celui-là maîtrise d'abord. Et puis de deux aussi, c'est les questions qui sont liées à l'entreprise. Ça, c'est quand même très important parce qu'on a voulu que les puissent avoir des attitudes de marketing, de communication, tout ça pour que au niveau, on comprend deux entrepreneurs, que celui qui n'est pas dans le vert, les deux puissent être au même niveau de compétitivité. Aussi, on a voulu aussi travailler sur l'entrepreneur lui-même. Parce que l'entrepreneur vert, souvent, c'est des gens qui sont passionnés, tout ça. Mais il faudrait que lui-même, à son niveau, puisse travailler sur lui pour que le bien-être, s'il veut impacter sa communauté, il faut que lui-même, d'abord, il soit d'abord impacté. Donc, on va travailler quand même sur l'entrepreneur pour qu'il sache comment se présenter, comment se confronter. Mais aussi, on a quand même, cette fois-ci, cette année, et cette édition-là, on a ajouté aussi le côté juridique. Donc, il faut que, souvent, beaucoup ne maîtrisent pas quand même les lois qui sont, le système, le WADA comme ça, on ne maîtrise pas quelle différence entre un établissement avec une salle, avec plusieurs. Donc, il y a quand même des communications pointues là-dessus pour que les gens puissent savoir un peu comment se comporter, vers quelle entreprise il faut aller et pour qui ont les bases, comment ça peut aller. Et puis aussi, les questions de rentabilité. Voilà, comment rentabilité et puis aussi la gestion financière qui pose souvent un petit problème souvent parce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas de comptes, donc tout ça, on veut quand même baliser ça pour que l'entrepreneur vert quand même puisse. Donc on recevons lors de ce camp-là, nous recevons des personnes aussi des mentors, des personnes qui ont quand même réussi dans l'entrepreneuriat vert au Bénin ici ou même dans la sous-région, ou même dans la France, qui quand même partagent aussi leur expérience pour que les jeunes ici quand même puissent être aguerris. Est-ce que c'est facile d'avoir le financement quand on s'engage sur cette voie? Ok, bon. Parce qu'il y a sans financement, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Oui, mon frère, bon, je vais t'avoir parlé de moi, peut-être de façon passionnelle, de façon personnelle, et puis je suis de voir ce que les études ont peut-être démontré. Moi, nous, à notre niveau, j'ai eu l'espoir, moi, mon associé au FMI, quand on a commencé, pour nous, on n'a pas eu de financement que ce soit de l'État, même des personnes. C'est juste que c'est un ami à nous que l'on remercie toujours qui nous a fait un prêt. Voilà, donc c'est ce prêt-là qui a permis. Donc, tout compte fait, on a besoin de financement. Oui, forcément, on a besoin de financement. Sans financement, par exemple, pour nous qui sommes dans la production végétale de base, on a besoin de la terre, qui parle des terres, pas de voilà, quand même le matériel qu'il faut prévenir. Donc, il y a quand même toutes ces choses-là, il y a quand même des coûts qu'on ne le veut pas. Maintenant, il y a d'autres aussi qui ont quand même certaines facilités quand même qui passent par les financements participatifs. Mais la base, c'est que c'est toujours les proches, c'est toujours la famille qui aide. Mais là, quand on parle d'entrepreneuriat vert, c'est quand même la production de la richesse, mais vous protégez également, l'environnement. C'est un apport efficace au développement. C'est un autre modèle de développement que vous, auquel vous donnez, en tout cas, de la promotion. Mais est-ce à dire qu'il n'y a pas un soutien personnel spécial pour ceux qui s'engagent dans l'entrepreneuriat vert? Oui, bon, c'est dommage au Bénin quand même, puisqu'on n'a pas encore, il n'y a pas un fonds vert pour les entrepreneurs, en fait. Voilà, il n'y a pas un fonds quand même pour les entrepreneurs verts. Moi, juste au Maroc, on a vu que tous ceux qui font d'abord l'entrepreneuriat vert sont déjà répertoriés déjà, et on essaie quand même de les coacher pour voir comment on peut allouer. Parce qu'on ne veut pas, ces personnes-là contribuent massivement quand même à la réduction quand même des effets liés au changement climatique, mais aussi quand même, ça permet quand même de consolider les accords que nos États ont signés lors des COP24, lors des différents COP. Donc, normalement, les États devaient quand même nous contribuer, dans ces personnes-là. Parce qu'on ne veut pas, quand on prend le cas de Jardin d'Espoir comme ça, qui est organisé l'AgroBootcamp, qui est une activité communautaire, sociale, qui n'a rien à voir avec le business, une activité où on vient juste apprendre aux gens. Normalement, l'État devrait quand même
à appuyer accompagner cela. Mais ce n'est pas le cas. On se dit peut-être, nous sommes à la deuxième édition, on se dit peut-être l'édition à venir. Parce que c'est également une solution au chômage des jeunes. Oui, c'est une solution au chômage des jeunes parce que vous allez peut-être le voir, sur la chance de faire peut-être des reportages après, vous verrez que des personnes sont parties pour premier AgroBootcamp qui sont déjà installés leur propre compte en moins de 5 mois. Ils ont installé leur propre compte, quand commencé à démarrer. Donc ces personnes quand même sont coachées. Parce que l'AgroBootcamp, c'est limite pas seulement une semaine, mais l'AgroBootcamp, après cette une semaine, il y a quand même plus d'accompagnement pour quand même coacher ces jeunes. Parce qu'il faut que ces bonnes actions soient quand même durables. Encourager et puis soient durables. Oui. Et donc, sans soutien financier, sans soutien spécial, je pense que... C'est comme si on s'engage et puis il n'y a pas de suite. Et puis, il n'y a pas de suite après. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, nous, c'est un appel à lancer. Depuis là, on a commencé avec un fonds propre où c'est les participants même qui viennent de plusieurs pays de la sous-région, la France, qui paient même leur propre billet d'avion et qui arrivent pour se faire former. D'autres, ceux du Bénin qui quittent le Nord, tout ça, et qui viennent. Donc l'idée, c'est quand même d'amoindrir quand même les coûts. Il y a quand même plusieurs jeunes aussi qui nous écrivent, qui veulent participer aussi, mais qui n'ont pas les moyens. Donc nous, vraiment, on voulait d'abord qu'il y ait deux accompagnements. Un premier accompagnement où les gens peuvent quand même participer. Au lieu peut-être qu'on soit à 50 personnes, qu'on soit peut-être à 200 ou à 100 personnes, 100 jeunes. Et peut-être aussi, mais l'après, c'est-à-dire que les personnes qui ont assuré cela, comment on puisse veiller à ce qu'ils puissent mettre en application leur projet. Quand on ne veut pas, l'entrepreneur va quand même contribuer beaucoup à la réduction du chômage des jeunes. Merci beaucoup à vous, M. Tanguy Nikobo. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était un grand plaisir d'avoir parlé d'entrepreneuriat veille. Vous le savez, Amandine, quand il s'agit d'entrepreneuriat. Vous êtes dans l'entrepreneuriat veille également. Je suis dedans, en plein, carrément. Et merci également pour votre chapeau, c'est bien joli. Hein. C'est le chapeau du président. C'est le chapeau du paysan. Donc, à la base, nous sommes les paysans. Donc, c'est une honneur quand même à tous les paysans. On dit paysan et fier, donc voilà, donc c'est un peu celui-là. Ah oui, c'est une fierté. Peut-être que j'en aurai un prochainement à mettre également bon, sur le plateau. Peut-être lorsque vous serez de passage dans nos différentes fermes, on va quand même vous trouver un chapeau. Merci déjà pour la promesse. On continue avec vous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. Prochain rendez-vous, cette fois-ci, nous allons apprendre à vendre. Il paraît que c'est pour tout le monde. Chercheur d'emploi, patron d'entreprise, tout le monde doit apprendre à vendre. Mais pourquoi? La réponse avec l'expert. Oui, tout le monde doit apprendre à vendre. Tout le monde doit savoir vendre en réalité. Mais pourquoi? On va poser la question à Apollinaire Affo. Alphonse Affo, pardon. Il est spécialiste en marketing digital, en développement personnel également. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette nouvelle opportunité. Voilà, on se retrouve autour d'une affirmation. Tout le monde doit savoir vendre. Pourquoi dites-vous cela? C'est important. D'abord, je profite de cette occasion pour regarder droit dans la caméra et saluer tous les téléspectateurs. Oui. Et avant de continuer, je voudrais d'abord définir ce que c'est que la vente. La vente n'est rien d'autre que le processus dans lequel j'échange un service ou un produit contre son équivalent physique en argent, contre son équivalent en termes de valeur, sur le plan de l'argent. Donc, c'est en d'autres sortes des échanges de valeurs. Et ça, c'est lorsqu'on va dans le domaine des affaires, dans le domaine du business. Maintenant, quand on revient dans le domaine général, puisque tout à l'heure vous étiez en train de dire que tout le monde doit apprendre à vendre dans tous les aspects de la vie, ce n'est rien d'autre que cette capacité à se vendre d'abord soi-même. Parce que le premier élément que vous devez vendre, c'est d'abord vous-même. Vous devez être à même de vous vendre à vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez être à même de vendre vos valeurs, de vendre vos talents, de vendre vos capacités à votre mental. Il faut d'abord lui faire croire que vous avez de la valeur. Vous devez avoir de la valeur à vos propres yeux. Donc, si vous vous vendez moins cher, les autres ne peuvent que vous acheter moins cher. Donc, la première étape, vendez-vous à vous-même d'abord. Et à partir de ce moment, on va rentrer tout à l'heure dans les autres processus. Oui, quand tout le monde doit vendre. Tout le monde doit vendre. Tout à fait. Doit vendre, comment apprendre à vendre, comment savoir vendre aussi. C'est ça le véritable problème. OK. Avant de revenir sur comment savoir vendre ou bien comment apprendre à vendre, qu'est-ce qu'on y gagne en vendant? C'est très important. Et
Nous avons dit tout à l'heure que tout le monde en a besoin, que vous soyez étudiant, que vous soyez sans emploi, que vous soyez quelqu'un qui a déjà un emploi ou un chef d'entreprise, ou vous êtes un consultant indépendant, vous avez besoin de vendre parce que ce qu'on apprend dans le processus de la vente, c'est d'abord le fait d'accepter l'échec comme faisant partie du processus. Je donne un exemple très simple. Oui. En 2015, moi, à la base, je suis géologue de formation. J'ai fait le secteur de l'eau pendant un très bon moment. Donc, en 2015, j'avais envie de faire une transition vers le marketing parce que j'aimais tout ce qui a trait à la vente. Alors, la première étape, je suis allé chercher des livres du développement personnel que je devrais vendre de bureau en bureau. Mais malheureusement, les premières personnes vers qui je suis allé m'ont rejeté. Mais c'est dans ce processus que j'ai appris que pour gagner, pour conclure des marchés, il faut d'abord accepter l'échec comme faisant partie du processus. Beaucoup ne réussissent pas parce que pour eux, l'échec ne fait pas partie du processus. Donc, la vente vous permet d'abord d'accepter l'échec comme faisant partie du processus. L'autre possibilité, si aujourd'hui je suis à même de m'exprimer devant vous, j'ai la possibilité d'animer des conférences devant des milliers de personnes, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai appris à communiquer avec autrui. Le fait de vendre, parce que vers la fin, vous êtes à même de transmettre votre service, votre produit à la personne, de prendre de son argent, vous avez appris à communiquer. Et à partir du moment où vous communiquez aisément, à partir du moment où la communication interpersonnelle, vous êtes aisé là-dedans, vous ne pourrez que réussir dans votre vie. Donc voilà ce qu'on gagne d'abord quand on se lance dans le processus de la vente. De la vente. Et donc vendre, en fait, c'est vendre son talent, c'est savoir vendre son talent, c'est ça ce que tout à fait. Ça commence d'abord par là. Vous devez d'abord détecter que vous avez de la valeur à vos propres yeux. Ah oui, il faut détecter ça. Tout à fait. Et vous savez, l'entrepreneuriat n'aura pas de sens, ou le business n'aura pas de sens si vous détectez vos talents et vous les transformez en des services ou en des produits et que vous n'êtes pas à même de les vendre. Donc, normalement, le travail du chef d'entreprise, le travail du consultant, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'abord d'apprendre à vendre. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons dans nos milieux? Les gens ont des boutiques, ils attendent que les clients viennent vers eux. Oui. Tout à l'heure, on va voir quelles sont les étapes que moi je propose, environ 5 étapes pour transformer ce que nous allons appeler tout à l'heure un prospect en client. Mais vous ne pouvez pas rester dans vos coins de mur, dans vos 4 coins de mur pour vendre vos services. Il va falloir que vous ayez à la découverte des autres. Il va falloir que vous fassiez de porte à porte. Il va falloir que vous fassiez de la prospection et après transformer ces prospects-là en des clients ou en argent comptant. Parce qu'un client est susceptible de vous donner de l'argent après. Il y a quelqu'un qui me disait, quand je lui parlais de ce thème, hier seulement, que quelqu'un qui ne sait pas vendre, un homme qui ne sait pas vendre, ne peut pas avoir une femme. Ok, tout à l'heure, on était en train de parler de... Tout à fait. On était en train de parler du fait que c'est important dans tous les aspects de votre vie. Oui. Parce qu'il y a une certaine démarche. Nous allons voir tout à l'heure dans les 5 étapes que je propose. Quand vous voulez aller vers une femme, il y a d'abord ce qu'on appelle la préparation, qui doit être plus ou moins psychologique. Il faut que vous vous dites que je suis à même de la voir avant d'aller vers elle. Et arriver chez elle, il y a ce que nous allons voir tout à l'heure que nous appelons les techniques de communication. Vous devez communiquer du fond de votre cœur pour pouvoir avoir son cœur. Et après cette étape, il faut l'entretenir. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, si vous avez tendance chaque matin ou bien chaque jour à apprécier votre femme, à l'entretenir sur le plan verbal. Quand elle porte un habit, vous dites que l'habit est très joli, vous l'appréciez, elle a tendance à s'embellir de jour à jour et cela ne fait que votre joie. Donc, je suis d'accord avec ce monsieur qui dit que si vous ne savez pas vendre, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de convertir celle que vous désirez en votre femme. En votre femme, en réalité. Et donc, c'est ça, c'est bon pour tout le monde, c'est dans tous les domaines de la vie. Tout à fait. Alors, vous nous proposez 5 étapes. Oui, revenons au niveau du domaine des affaires, du domaine du business, et même dans la vie de façon générale. Nous avons parlé de la vie du couple tout à l'heure. La première étape pour vendre, c'est d'abord la préparation. Vous devez vous préparer. Alors, si je vais vers vous pour vous vendre un service, il va falloir que j'essaie de vous étudier. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous vendez? Et cela est également la même chose pour celui qui va chercher un emploi ou bien qui va
à un entretien d'embauche, Très bien. il doit étudier, Il doit savoir vendre. il doit connaître l'entreprise dans laquelle il s'en va. Il doit avoir certaines informations. Et le plus important, sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est cette préparation psychologique et mentale. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire si j'ai un rendez-vous le lendemain? Je visualise, avant de me coucher, le soir là, que je suis déjà parti, je me vois dans ma visualisation, que j'échange avec la personne et à la fin, la personne a conclu le marché. Ça veut dire que j'ai conclu le marché dans mon mental, j'ai fait accepter à mon mental que le marché est conclu avant de me mettre dans le processus. Donc, première étape, vous devez vous préparer. Et si ça ne marchait pas? Bon, on va continuer tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première étape. Oui. Après la préparation, il y a ce qu'on appelle la prospection. Donc, vous devez aborder les gens. Vous devez aller à la rencontre des gens. Et lorsque vous abordez les gens, lorsque vous êtes sur le point de prospecter, vous devez appliquer certaines règles très simples. Vous savez, l'individu aime, ou bien l'homme aime, qu'on apprécie en lui quelque chose qu'il aime, ou bien quelque chose qui lui tient à cœur. Alors, si la personne, par exemple, cet habit que j'ai mis aujourd'hui, c'est parce que je l'aime que je l'ai mis. Oui. Donc, lorsque vous voulez me prospecter, il va falloir que vous commenciez par apprécier ne serait-ce qu'un aspect sur moi. Cela vous permet d'ouvrir mon cœur, parce que vous allez communiquer à mon cœur. Si vous ne communiquez pas à mon cœur, parce que vous n'allez pas avoir la possibilité de me convertir. Donc, du coup, essayez d'identifier chez vos prospects ce qu'ils ont, comme qu'ils apprécient comme qualité, et toucher du doigt cette qualité pour eux. Et vous allez voir, la personne va s'ouvrir, et là, vous devez faire intervenir les techniques de communication. Le succès dans la vente va dépendre à plus de 90% de votre capacité à communiquer de façon active avec autrui. Et il va falloir que vous croyiez en ce que vous vendez. Malheureusement, beaucoup vendent dans la rue, ils vendent des services, des produits qu'ils n'ont jamais utilisés eux-mêmes. Quand moi je vendais des livres, j'étais obligé de lire les livres avant d'aller les vendre. Et quand quelqu'un est sur le point de me refuser, j'ouvre une certaine page que je lui doite. Voilà ce qui est dit dans le livre. Et aujourd'hui, je suis devenu un accro du développement personnel, un accro à la lecture. Et ça, c'est l'un des aspects que la vente peut vous apporter. Alors, une fois que vous avez le prospect, vous avez ces informations. La personne, vous ne l'avez pas encore convertie. Donc, l'étape qui suit, c'est de faire le suivi. Si vous avez la chance et lors du processus de la prospection, vous l'avez converti, oui, vous avez gagné. Mais dans le cas contraire, il va falloir que vous fassiez le suivi. Donc, le suivi n'est rien d'autre que si l'on vous refuse. Là, je viens au niveau de la 4e étape. Donc, vous devez avoir la possibilité d'aller, pas à l'encontre, mais d'accepter les refus, d'accepter les échecs. Et dites-vous, si vous avez échoué, si la personne n'a pas accepté ce que vous vendez en termes de produits ou de services, ce n'est pas que la personne ne veut pas acheter, mais c'est plutôt vous qui n'êtes pas bien préparé. C'est vous qui n'êtes pas bien allé sur le terrain. Donc, il va falloir que vous trouviez de nouveaux arguments qui vont faire que la personne puisse trouver un intérêt dans ce que vous voulez lui vendre. Oui, c'est comme nous vendons des formations dans le digital marketing, des formations en ligne. Alors, il va falloir que les gens puissent savoir qu'à la fin de cette formation, ils soient à même de commencer par gagner leur vie sur l'Internet. Et à partir du moment où l'homme connaît ce qu'il a à gagner dans ce que vous lui proposez, il ne peut que l'accepter. Et la dernière étape, c'est la conclusion. C'est la conclusion, c'est ça que nous appelons dans le jargon technique la conversion. La conversion du prospect en client. Et en fonction de votre capacité à conclure des marchés, à transformer des prospects en clients, votre taux de conversion va être élevé. Et plus votre taux de conversion est élevé, plus vous gagnez de l'argent, plus vous remplissez votre poche. C'est comme le dit Roméo Choquet, il dit que lui, son travail, c'est d'arriver à retirer des chèques dans les chéquiers de ceux qui possèdent ces chéquiers-là. C'est ça le rôle du vendeur, c'est ça le rôle de l'entrepreneur. Vous devez aller trouver des gens qui soient à même d'acheter ce que vous vendez. Et ne vendez pas à n'importe qui. Ça, c'est très important. Vous allez voir dans la plupart des contacts que les gens dans leur téléphone, c'est des gens qui sont de leur propre rang. Mais si vous voulez passer à une étape supérieure, si vous voulez avoir plus d'argent, il faut le dire ouvertement, il va falloir que vous côtoyez des gens qui soient au-dessus de vous. Parce que le principe dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes
que vous côtoyez le plus. Ça veut dire que si vous êtes 10 quelque part et que vous êtes le seul riche, vous finirez par devenir... Non, oui, vous êtes 10, il y a 9 pauvres, vous êtes le seul riche, vous finirez par devenir le 10e pauvre. Parce que vous êtes avec des gens qui sont en dessous de vous, qui ne sont pas à même de vous élever. Donc le rôle de l'entrepreneur, du consultant, comme l'a dit Roméo Chouaké, c'est d'être à même d'arracher des chèques dans les chéquiers de ceux qui possèdent ces chèques-là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui possède des chéquiers. Non. Voilà. Donc, il faut aller vers, ceux qui ont des chéquiers, si vous voulez vendre. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté, en tout cas, de venir sur ce plateau de développer ce sujet. Savoir vendre, c'est une affaire de tous. On peut conclure ainsi. Oui, on peut conclure ainsi. C'est moi qui vous remercie. Et en termes de conclusion, c'est toujours bon de travailler sur soi. Si vous croyez en vos potentiels, si vous croyez en vos capacités, si vous avez de la valeur à vos propres yeux, si vous avez de la valeur, si vos services ont de valeur et de produits, vous ne pourrez que les convertir. Tout va se passer à plus de 99% sur le plan mental. Le reste, c'est la conversion. Merci. Merci en tout cas pour tous les outils accordés à nos téléspectateurs ce soir. Nous allons continuer et vous vendre, si vous voulez, le cinéma béninois. Oui, avec une actrice qu'on ne présente plus. C'est sur Horizon Culture. Nous parlons du cinéma béninois. Allez, c'est Horizon Culture. Horizon Culture, aujourd'hui, comment va le cinéma béninois? Ces questions à répondre. Dans un instant, on en profitera également pour présenter le programme de la Semaine nationale du cinéma béninois qui démarre lundi, si tout va bien, bien évidemment. On va recevoir pour vous Sandra Adiaro, mais avant elle, on va suivre ce reportage. Un des secteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale, selon un rapport du programme Média, initié par l'Union européenne, c'est la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Dans bon nombre de pays, promouvoir les productions audiovisuelles locales en les diffusant sur grand écran est un procédé assez courant. Mais au Bénin, plusieurs facteurs constituent un frein à cette pratique. D'abord, il n'y a pas des infrastructures qui permettent de vraiment valoriser les œuvres culturelles nationales. Le peu qui existe, généralement, n'est pas, quand je vois les salles de cinéma, n'est pas mise en fonction. Il y a aussi la qualité réelle des productions. Parce qu'il n'y a pas réellement de financement, il est difficile d'avoir des productions de qualité diffusables. Qu'est-ce que nous voyons sur nos télés? Les novelas. Nous pouvons aussi faire nos novelas, si c'est ça qui plaît au public. Nous pouvons faire connaître notre culture aux Béninois. Et je crois que ça les intéresse. En raison de son mode de fonctionnement, la seule salle de cinéma numérique au Bénin n'accorde pas le monopole à la diffusion des productions locales. Cela s'explique par les demandes qu'elle reçoit et les attentes de sa clientèle. Vous savez, nous diffusons dans nos salles des films d'une certaine qualité. Nous défendons un certain standard en matière de qualité. Un comité de sélection sera sûrement mis en place pour pouvoir trier, faire une sélection très sélecte des films locaux que nous aurons à diffuser dans nos salles. Afin de changer la donne et apporter un nouveau souffle à l'univers cinématographique béninois, certaines actions pourraient s'avérer très bénéfiques. Aujourd'hui, on est passé au numérique et le cinéma se fait avec des instruments en miniature. Mais nous n'avons pas investi à leur acquisition. Donc, il faut acquérir du matériel. Il faut ensuite voir les réalisateurs et producteurs spécifiques qui sont sur le terrain, établir un partenariat avec eux. Il ne faut pas hésiter à leur apporter du souffle financier. Organiser ce que j'appelle cette année, chaque année, ces récompenses, les récompenses. Et là, ça va booster la production. Et quand ça va booster la production, on aura beaucoup plus d'œuvres et les Béninois seront amenés à regarder leurs œuvres. Dans un rapport de 2016, l'UNESCO indique que l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma compte pour 5 milliards de dollars dans le PIB africain et emploie environ 5 millions de personnes. Le même document précise que cette industrie, en cours de développement,
pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et générer environ 10 000 milliards de francs CFA dans la contribution annuelle du PIB. Allez, on revient en plateau avec Sandra Diaro. On dit merci à Jennifer Sativi pour la réalisation de cet élément témoin. Sandra, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté nous accorder quelques minutes de ta soirée ici, sur le plateau du Grand Rendez-vous. Merci d'être là. Alors, est-ce qu'on est fier d'appartenir au monde du cinéma béninois? C'est une grande question. Ah oui. Et une belle question à la fois. Moi, en tout cas, moi, Sandra, je suis fière d'appartenir à ce monde parce que je me suis retrouvée dedans par passion et je ne peux pas m'en passer. Voilà. Mais non, par rapport à notre contexte béninois, non, moi, je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière, mais on ne se plaint pas pour autant. On essaie quand même de faire ce qu'on peut pour pouvoir relancer le secteur du cinéma. Donc, voilà. Comme quoi, ça ne marche pas bien. Comment ça va? Comment ça marche, le cinéma béninois? Bon, je pense que si vous prenez beaucoup d'acteurs, des professionnels du cinéma, vous les prenez un à un, chacun vous posera des problèmes différents. Mais moi, la vision que j'ai par rapport à l'état actuel du cinéma, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'aujourd'hui déjà, on ne travaille pas pour viser l'industrie cinématographique déjà, qui est ce qui permet au pays, déjà au métier de se développer et permet au pays de pouvoir gagner sur cette activité. Le 7e art, c'est un grand art. Et dans le 7e art, tous les autres arts se retrouvent. Oui. Le cinéma seul peut nourrir tous les autres arts. Parce que dans une seule production, si on prend par exemple un film, on peut faire intervenir un musicien, on peut faire, parce que la musique du film, c'est un musicien qui le fait. On peut faire intervenir un chanteur, si on écrit une chanson pour le film, on peut faire intervenir déjà sur le plateau de tournage des ouvriers, que ce soit des maquilleuses, que ce soit des coiffeuses. Donc ça représente parce que la décoration, c'est la sculpture, c'est l'art. L'équipe va manger, il faut également les restaurateurs, la régie, tout le reste. Donc, en temps normal, moi je le dis toujours, si un gouvernement veut vraiment faire développer un secteur, que ce soit le tourisme, que ce soit la culture, s'il tourne son regard vers l'industrie cinématographique, je pense qu'il résout à 90% c'est-à-dire son problème de vouloir concilier ou bien de vouloir satisfaire tous les secteurs d'activité. Mais malheureusement, au Bénin, nous voyons que, bon, peut-être que les gens y pensent, mais actuellement, le cinéma va très mal. Le cinéma va très, très mal parce qu'on ne travaille pas juste pour l'instant présent, mais on travaille pour le futur. Les grands pionniers qui ont eu à militer, les François Okio, Paulin Soumanou Vieira, tous ceux-là, ils ont travaillé pour le cinéma. Ils ont milité, ils ont fait ça par passion pour laisser une trace et une histoire à nous. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs écoles, parce qu'avant, il n'y avait pas les écoles de cinéma. Aujourd'hui, il y en a plusieurs sur le terrain qui forment les gens dans ce domaine. Mais quel est leur avenir ? En quelque sorte, le cinéma béninois a besoin d'une organisation, d'une politique générale. Oui, le cinéma béninois a besoin de beaucoup de choses. Premièrement, déjà, il faut qu'on permette à ces douaniers qui ont eu à militer et à travailler dur dans ce secteur de nous faire des restitutions, des mémoires de restitution, parce qu'on n'en a pas, les archives n'existent pas. Même sur le plan technique, nous n'avons pas d'archives. On n'en a pas. Et c'est vraiment dommage. Et la deuxième chose qui est là, c'est que la formation, ça manque énormément. Et aujourd'hui, nous avons une direction. Avant, notre direction était une direction technique du ministère et aujourd'hui, elle ne l'est plus. Et elle est en train de tendre vers le centre autonome, mais qui n'a même pas encore de statut. Donc aujourd'hui, ça vague dans tous les sens. Mais est-ce que nous, les acteurs, on va rester là, croiser les bras et attendre que tout ça, parce que là, pendant 2 ans, on a souffert. Donc du coup, on va où? Mais on se dit, oh, écoutons, et ce qui est important, nous voulons relancer le secteur, mettons-nous tous ensemble pour pouvoir mener des réflexions par rapport à notre secteur, faire l'état des lieux, pour voir comment est-ce que nous pouvons faire renaître ce secteur. Et c'est ce qui a donc motivé
la semaine nationale du cinéma que vous avez initiée. On va revenir bien sûr sur cette initiative dans un instant. Pour le moment, c'est Ilvaïus Balogun qui nous attend dans la rédaction de BB24. C'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous, 19h45. On suit le journal et on revient sur le plateau de Horizon Culture. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer. Voici le sommaire de cette édition. La loi portant sur le régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin entre bientôt dans sa phase d'application. Les documents relatifs à sa mise en œuvre sont en pleine élaboration. De Diegbadi à Semekodi, le sel produit au Bénin est encore insuffisant. Résultat, le sel local est presque inexistant sur le marché. Enfin, prendre en mariage le frère de son mari défunt, c'est une pilule difficile à faire passer chez les femmes. Mais la pratique a toujours cours dans certaines coutumes au Bénin et les femmes les premières victimes. Le gouvernement béninois et le gouvernement gabonais ont signé un accord pour mettre fin à la traite des enfants occasionnée par la forte présence d'une communauté béninoise en terre gabonaise. Selon le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 3 octobre 2018, la mise en place de cet accord de coopération vise à préserver les intérêts des enfants conformément aux conventions internationales auxquelles les deux pays ont souscrit. Aussi permettra-t-il un échange facile d'informations sur les conditions de séjour des enfants et leur réintégration dans leur famille d'origine. Pour rendre effectif ce cadre formel, le gouvernement béninois a autorisé la mission d'une délégation béninoise à Libreville aux fins de signature de l'accord. L'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, ORTB, dispose désormais d'une application mobile. Elle a nom ORTB Mobile. Elle permet d'accéder à tous les services de l'Office. Les précisions ici avec Clotaire Awekou. La toute nouvelle application de paiement numérique de l'ORTB. Comment faire? Dans l'imminence du passage de l'analogique au numérique, l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, ORTB, se veut une entreprise leader par l'amélioration des performances et de la qualité de ses services. Et la trouvaille est l'ORTB Mobile qui se veut plus proche du public. Il s'agit ici d'élargir la visibilité de l'Office et la dématérialisation des paiements des services. L'ORTB se met au rythme donc de la révolution technologique qui permet aujourd'hui de réduire les distances et de briser les frontières entre les peuples. Ainsi, dans le souci d'être plus proche du public et de rendre ses services accessibles à tous, l'ORTB lance officiellement ce jour sa nouvelle application mobile dénommée ORTB Mobile, téléchargeable sur Play Store. Elle permet de suivre les chaînes de l'ORTB et leurs différentes productions. Les services qu'offre la gestion des relations publiques, les infos sur les tarifs, les pièces à fournir, la possibilité de suivre les 3 radios et de suivre la télévision nationale à travers les différentes éditions des journaux, les reportages, les magazines, c'est réduire les distances et rendre plus accessibles les services de l'ORTB. Cette initiative, mesdames et messieurs, a pour but de réduire la distance entre vous et nous. Vous, consommateurs et autres partenaires de l'intérieur du pays, et de la diaspora, afin d'élargir la visibilité de l'Office, d'assurer la fluidité et la dématérialisation du paiement de vos prestations. Dans l'intérêt de nos populations, d'autres initiatives suivront avec l'appui du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'ORTB. Je voudrais assurer le public de la garantie de sécurité de ce nouvel outil que l'ORTB met à sa disposition et de l'entière disponibilité des agents de l'ORTB à répondre à tout instant à vos préoccupations qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de cette noble ambition. Cette application ORTB Mobile est téléchargeable dans le Play Store et le principal mode de paiement limité pour le moment au Buy Money
va bientôt s'étendre à Move Money, le Flow et à EcoBank. Le ORTB passe sans vous, se rapproche davantage de vous à travers ORTB Mobile. Nous restons avec Clotaire Awekou pour dire que bientôt il sera lancée la phase d'application de la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin. À ce propos, une séance a eu lieu au ministère du cadre de vie afin de définir le coût du mètre carré du bâti, le coût vénal du bâti à imposer aux locataires et aux propriétaires, ainsi que la nature des contrats types que doivent observer les agences immobilières. Suivons ensemble. La loi votée et promulguée portant sur le régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin, internalisée par les différents acteurs impliqués dans son application effective. Pré-étape de vulgarisation auprès des populations, notamment les locataires et bailleurs, c'est la connaissance même du coût du mètre carré du bâti, la nature des contrats types à imposer aux agences immobilières, aux locataires et aux propriétaires. Dans la loi, premièrement, on a dit que la caution ne saurait excéder 3 mois de loyer. Deuxièmement, que le coût du loyer ne doit pas excéder 8% du coût vénal annuel du bâtiment et également que les agents immobiliers ne pourront pas percevoir plus de 50% du loyer mensuel en cas d'une affaire spontanée ou pas plus de 10% du moyen mensuel en cas de contrat de gestion de l'immeuble. Le ministère du cadre de vie et du développement durable va parcourir tous les 12 départements du pays, y compris certaines grandes villes d'importance, et également les directions départementales du cadre de vie et du développement durable vont parcourir les autres communes du Bénin, donc les 77 communes du Bénin seront touchées, pour faire la vulgarisation de la loi. Le principal objectif visé ici dans la mise en œuvre de cette loi est de soulager les populations désireuses de prendre en location des immeubles. Parce que fini l'ère de caution d'1 an, de 9 mois. Et il n'y a plus d'avance sur loyer à payer. La caution de 3 mois, c'est pour les frais non payés d'électricité, d'eau, de téléphone éventuellement, et de petites réparations à faire dans la maison avant que le locataire ne quitte la maison. Maintenant, dans le contrat, si le bailleur et le locataire s'entendent que dans ces 3 mois-là, au cas où le locataire va rater 1 mois de paiement, 1 mois pourra constituer une avance, ils sont libres de le faire. Mais ça ne saurait dépasser les 3 mois. Ce qui permet alors à quiconque qui veut louer de ne plus aller chercher 5 mois, 6 mois, 1 an de loyer avant de pouvoir louer sa maison. Deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a cadré les coûts de loyer même. Aujourd'hui, puisque la caution est de 3 mois, si un locataire ne paye pas ses loyers, les dispositions sont claires dans la loi, comment ils vont expulser ce locataire indélicat. Au lieu que les locataires restent là à ne pas payer 1 an, 2 ans, et après ça devient tout un problème. Aujourd'hui, après 1 mois de manquement de loyer, le propriétaire est libre d'aller rapidement au tribunal prendre un arrêt pour pouvoir sortir, expulser le locataire sans aucun problème. Maintenant, si par des situations, des cas de force majeure, le locataire veut quitter le loyer avant terme du contrat, il doit pouvoir donner un préavis de 6 mois au bailleur, et le bailleur également, au cas où il veut récupérer sa maison pour pouvoir l'utiliser à d'autres fins, doit pouvoir donner également un préavis de 6 mois. Donc tout ça là est aujourd'hui cadré par la loi. 3 tests d'application de cette loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique chez nous, dont un arrêté et 2 décrets, lesquels vont statuer sur la Commission nationale d'évaluation des immeubles au Bénin. Le sel est considéré comme un ingrédient des plus indispensables. Au Bénin, il est utilisé à diverses fins, mais sa production ne se fait pas en quantité suffisante. Résultat, le sel importé est beaucoup plus présent sur le marché. Suivons Mariam Assoumon et Jennifer Sativi. Cotonou, nous sommes au marché d'Antokpa. Plusieurs revendeuses de sel viennent s'approvisionner ici. Sur ce site,
Une usine se charge de moudre les cristaux de sel importés dans le but de les rendre plus fins pour la vente. Les clients préfèrent que les cristaux de sel soient moulus. Donc, c'est ce que nous leur offrons. Nous l'importons du Sénégal. On l'importe aussi du Ghana à côté. Nous avons aussi le sel de la Tunisie. Il y a les emballages de 25 kg, des emballages de 30 kg et des emballages de 40 kg. Malgré le coût relativement faible de l'activité, les meuniers font d'importants chiffres d'affaires. Cela s'explique par la forte demande du sel importé au détriment de celui produit au Bénin. Le sac de sel coûte 3 000 francs, mais lorsqu'il est moulu, le tout revient à 3 300 francs. Pour les fabricants de glace, des barres de glace et consoles, ils l'utilisent en cristaux comme ça vient. Et pour les fabricants de pain, on les moue, mais de façon un peu plus granulée. Par rapport à la consommation, on les fait selon la préférence de chaque zone. Le sel produit au Bénin provient essentiellement des zones marécageuses et maritimes. On le retrouve pourtant en très faible quantité sur le marché. Plusieurs raisons expliquent la situation. Je quitte Ouegbo pour m'approvisionner en sel ici. Nous avons plus de facilité à vendre le sel importé et son prix est plus abordable. La fabrication locale n'est pas utilisée pour plusieurs raisons, notamment la quantité est trop faible. Ça ne peut pas répondre à la demande du marché. Le sel produit au Bénin coûte 500 francs, mais n'est pas aussi blanc que celui du Sénégal qui coûte 300 francs. Cela nous sera plus bénéfique si le sel local venait à être répandu comme celui importé. Le sel contient des minéraux tels que le sodium, le chlorure et s'avère donc nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Néanmoins, sa consommation excessive peut générer d'autres maux comme l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus de 2 grammes de sel par jour. Je le disais dans les titres, à peine a-t-elle perdu son époux que déjà on lui en impose un autre. Ce dernier n'est rien d'autre que le frère de son défunt mari. C'est la définition même du lévira, un type particulier de mariage où le frère du défunt épouse la veuve de son frère. Quand cette dernière en vient à opposer un refus, on lui refuse à son tour l'accès à l'héritage de son défunt mari. Au Bénin, plusieurs femmes en sont victimes. Le lévira, la dure réalité des femmes, c'est un reportage signé Boris Aïnan, Louis Koudogbo, Lazare Migan, présenté ici par Patrick Adjabodjou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du lévira. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a dotée. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de veuvage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu tête, mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les 2 que j'ai de mon défunt mari. Du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter car ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le Code des personnes et de la famille, le lévira est toujours d'actualité dans certaines familles, un terrain où s'affrontent la loi et les pratiques culturelles. Le lévira ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il ait laissé ou non de la descendance, le lévira se met en place et se pratique. Sunu ma wa dojia bo po me bi o le bi po wa be ya o yiro me lo ma o wetu azan me lo po do
Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille, afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ses impacts sur les activités de la veuve, le lévira aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du Code des personnes et de la famille, le lévira persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto Novo, ça va vous étonner. En tout cas, moi, je recevais des femmes qui disaient « Mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer. Qu'est-ce qu'on fait ?» Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomment pas par décret. Elles ne se gomment pas par loi. Elles ne se gomment pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING qui décident de lutter contre le lévira, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le lévira. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives et contre les instrumentalisations du lévira. Le lévira a certes des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve. Une information brève pour terminer ce journal. La croissance de l'économie sud-africaine pourrait rebondir à 2,8% en 2019. Cette prévision en hausse est motivée par une amélioration attendue de la conjoncture économique mondiale. Ainsi, une forte croissance mondiale, couplée à la série de mesures prévues pour être mises en œuvre, devrait permettre à l'économie de la nation arc-en-ciel de retrouver des couleurs dès l'année prochaine. La banque Goldman Sachs pense que le plan de relance annoncé par le président sud-africain pour sortir de cette récession devrait avoir l'effet d'un coup de fouet qui devrait raviver l'intérêt des investisseurs. Notons que pour 2020, l'institution table sur une croissance économique à 3,2% en hausse par rapport aux prévisions du FMI qui indique une croissance de 1,8% lors de la même année. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le grand rendez-vous se poursuit avec Assiom Gaba qui nous parlait du 7e art avec son invité. Bien évidemment, on va continuer avec ce sujet. Merci à vous, Ulvaïs Balogun, pour la présentation du journal. Je vous souhaite déjà un bon week-end que vous allez passer au boulot, n'est-ce pas? Eh oui, comme tous les week-ends. Comme tous les week-ends, d'accord. Allez, portez-vous bien, Ulvaïs Balogun. On se dit à vendredi prochain ou à jeudi? À vendredi prochain. Vendredi, oui. D'accord. Dans une semaine, donc, on va se retrouver sur le grand rendez-vous et sur le 19h45 pour être plus précis. On revient en plateau avec Sandra Diaro, avec qui nous parlons du cinéma béninois et surtout cette fois-ci de la semaine nationale du cinéma que vous avez initiée, Sandra Diaro, où vous avez donné les motivations, les idées ou les problèmes qui vous ont amené tout simplement à initier cette semaine nationale. Quel est le menu de cette semaine? Ça démarre quand déjà? Bon, je vais déjà commencer par dire qu'au fait, ce n'est pas la semaine nationale, c'est une journée. Une journée? Une journée nationale du cinéma, le journée du cinéma africain, qui se commémore tous les 12 octobre de chaque année. Et c'est une journée que la Fédération panafricaine des cinéastes a initiée pour pouvoir parler, pour regrouper les professionnels du cinéma autour d'une journée. Voilà. Donc, c'est en célébration à cette journée que nous avons voulu organiser la semaine du cinéma béninois. Voilà. Donc, cette journée du cinéma béninois, c'est les deux fédérations. Il y a deux fédérations actuellement, la FENACAP et la FEBATSI, qui se sont mis ensemble pour pouvoir organiser cette semaine, ne serait-ce que réunir tous les acteurs et à l'issue des journées de réflexion sur l'état du cinéma actuel. Bon, déjà, le lundi, à 7h, il y a un dépôt de gerbes qu'on fera à la place du souvenir en mémoire de nos illustres disparus. Voilà, c'est toujours important parce que, comme on le dit, notre monde et l'autre monde,
c'est à un seul fil et ils sont toujours là pour nous aider à continuer. Donc, on doit pouvoir les remercier pour tout ce qu'ils ont déjà mis sur pied pour nous et ce qu'ils ont fait pour le développement du cinéma. Et puis là, du lundi 8 octobre jusqu'au 14 octobre, il y aura des panels, il y aura des panels, il y aura des projections et nous avons choisi le Ciné Le Bénin pour pouvoir organiser toutes les activités parce que c'est notre salle. Quels que soient les problèmes, c'est-à-dire ce qui est sur la salle n'est pas adapté vraiment à l'heure actuelle, mais il faut quand même qu'on se retrouve là pour faire aussi l'état des lieux de cette salle et des autres salles que nous avons, parce qu'on a au moins 5 à 6 salles de ciné dont on ne connaît pas encore le destin. Voilà. Donc, on va mener ces genres de réflexions et aussi on va créer un marché du cinéma toujours du 8 au 14, juste pour présenter les métiers du cinéma, pour que nos cinéphiles qui nous aiment si tant puissent découvrir notre monde et savoir tout ce qui se fait dans ce milieu. Et aussi le 12 même, qui est la journée du cinéma africain, nous allons le célébrer par une conférence dont il y aura 2 communications qui vont passer. Voilà. Donc, et donc, il paraît qu'il y a de la matière quand même, en matière de cinéma béninois, mais qu'on ne diffuse pas, dont le public n'a pas connaissance, n'a pas assez, surtout. Bon, je pense que... Est-ce qu'il y aura de la diffusion? Il y aura de la diffusion parce qu'on avait lancé un appel d'offres, on avait lancé un appel à tous ces cinéastes qui ont des produits à leur disposition, parce que nous marquons notre journée sous le signe... Bon, il y a un thème africain, mais nous marquons ça sous le signe de l'union. Donc, on le dit, on ne met pas la différence entre les professionnels, les amateurs et tout, parce qu'on se dit tout part d'un début. Parce qu'il faut avoir la passion, il faut avoir l'idée et tout. Et petit à petit, grâce à la formation, tu peux t'insérer et devenir professionnel. Donc, nous avons ouvert ça à tout le monde parce qu'on veut tous se réunir autour du problème actuel de notre cinéma pour voir comment est-ce que nous pouvons le relancer. Donc, il y aura une projection tous les soirs au Ciné Le Bénin de 20h à 22h. Et il y aura une projection sur l'esplanade du Stade de l'Amitié aussi pour le grand public de 20h à 22h. Voilà. Voilà donc ce qui va donc se passer sur cette semaine de promotion du cinéma béninois. On retient le lieu principal, c'est le cinéma Le Bénin. Et donc, dès le début de la semaine prochaine, et très tôt d'ailleurs même, lundi matin à 7h, donc dépôt de GEB, je pense que le public sera invité à... Nous invitons tout le monde, parce que le public, tous les acteurs, tous les professionnels du cinéma ont des parents, ils ont des amis, ils ont beaucoup... Tout le monde est invité parce que c'est eux d'abord, nos cinéphiles. Donc il faut qu'ils viennent pour qu'on puisse rendre hommage ensemble à ces illustres disparus, quand même parce que c'est eux qui constituent quand même l'archive de notre métier et du pays, parce que le cinéma fait la promotion, qu'on le veuille ou non, du Bénin. Voilà, donc il faut qu'on vienne ensemble pour leur rendre un hommage bien mérité. Bien mérité. Vous avez parlé tout à l'heure de restitution des anciens en réalité, mais on se pose la question de savoir est-ce que les réalités socio-culturelles du Bénin seront intégrées désormais au film béninois pour que le public puisse davantage s'y retrouver. Oui, mais les réalités sociaux, ça a toujours été fait. Si je prends l'exemple de Tassi Brousse, de M. Ignace Yetchenou, nous l'avons tous suivi. Moi, personne ne peut dire le contraire. Il a pu faire la promotion de nos valeurs dans Tassi Brousse. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui n'ont pas été présentées au public. Il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui à la jeune génération, c'est-à-dire mettre dans leur production le contenu local pour pouvoir valoriser le pays. Mais je vous jure que c'est difficile et compliqué quand il n'y a pas une volonté politique
autour de cela. Parce que ce n'est pas facile. Une production cinématographique, ça coûte. Donc, si les gens ne trouvent pas les moyens qu'il faut, ils vont produire comme ils le peuvent à leur juste valeur. Parce que ce qui est sur la culture du Bénin, ça a une valeur. Donc, pour pouvoir l'intégrer dans un film, il faut pas, on ne l'intègre pas comme ça. Mais on peut réfléchir pour dire, comme je n'ai pas les moyens, bon, écoute, je mets la culture de l'Occident ou bien de ci, de ça, et puis je fais mon film. Donc, je pense qu'on a besoin que l'État nous accompagne et lancer des concours, faire assez de choses, que l'État nous accompagne, que l'État pense réellement au cinéma et qu'on puisse vraiment développer ce secteur. On a l'exemple au Nigeria, le cinéma apporte beaucoup de devises à l'État. Aux États-Unis, c'est les premiers qui ont prouvé l'importance du cinéma, l'importance que l'État aura à promouvoir ce secteur. Donc, le cinéma apporte beaucoup pour une nation et apporte beaucoup de devises, mais il faut en être conscient et ne pas être inculte et comprendre. Merci beaucoup à vous, Sandra Adiaro. Nous espérons, en tout cas pour notre part, qu'après cette semaine de la promotion du cinéma béninois, que désormais les choses vont changer pour le bonheur du 7e art au Bénin. Merci beaucoup à vous. À très bientôt, Sandra Adiaro. Merci. Le grand rendez-vous va continuer. Cette fois-ci, c'est sur la toile avec Fulgencia Rontondi. C'est l'actu web. Le Programme alimentaire mondial PAM a remis hier au gouvernement le rapport final de l'examen stratégique de la situation alimentaire du Bénin. Selon le directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Abdou Dieng, l'élimination de la faim commence dès maintenant. Le PAM s'engage donc à aider le Bénin à éradiquer la faim d'ici 2030. Pour faire l'état des lieux, l'équipe a été dirigée par le professeur Mathurin Nago. Le rapport final révèle qu'au Bénin, 10% des Béninois n'arrivent pas à manger à leur faim. Toujours sur le plan humanitaire, le rappeur sénégalais Akon, lui, s'engage par contre à équiper la Sierra Leone de 5000 lampadaires solaires et de 2500 feux de signalisation. Il compte ainsi accompagner l'agenda national d'électrification du gouvernement. Pour le porte-parole de la présidence, Youssouf Keke-Thomas, cette action vient renforcer les aides extérieures et contribue à l'amélioration du quotidien de la population. Selon les données de la Banque mondiale, la Sierra Leone a un taux d'électrification nationale de 20,3% pour une capacité d'environ 100 MW. Econ Lighting, l'initiative menée par Econ, intervient déjà sur plusieurs projets en Gambie et au Sénégal. En Haïti, Madame le maire de Tabaré subissait des violences conjugales mais n'a jamais osé en parler autour d'elle. Nice Simon a décidé de briser le silence. C'est au cours d'une conférence de presse qu'elle est revenue sur son calvaire. Les photos de son visage et de son corps couverts de bleu ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Après cette conférence, Nice Simon est allée porter plainte contre son mari. Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de ce dernier qui reste pour le moment introuvable. Fin de la revue web, à la semaine prochaine. Merci à passer un très bon week-end. Rendez-vous donc lundi sur l'actu web, sur le grand rendez-vous. Ah oui, on va suivre la météo avant de partir.
De nous avoir suivis, c'était le grand rendez-vous, tout dernier numéro pour le compte de cette semaine. Et si vous avez raté des numéros, je dirais même un seul pour le compte de cette semaine, vous pouvez déjà, à partir de demain, suivre la compilation pour retrouver tous les numéros du grand rendez-vous, samedi matin, dimanche matin, toujours sur BB24. Portez-vous bien, très bon week-end. Rendez-vous lundi à 19h00. Ciao, ciao.